Imagine un enfant qui court joyeusement dans un parc. Il trébuche, tombe violemment sur le sol et s'écorche le genou. La blessure est visible, rouge, douloureuse. Il pleure. Quelqu'un accourt, le console, le soigne. Avec le temps, la plaie guérit, laissant une cicatrice qui s'atténue peu à peu. Maintenant, imagine une autre forme de blessure, une qui ne laisse aucune trace visible, mais qui marque l'âme avec une intensité encore plus grande. Une trahison, une humiliation, un rejet, une douleur qui ne disparaît pas, qui s'incruste et se répète comme un écho. Les personnes qui ont trop souffert portent en elles ces cicatrices invisibles. Elles ne se voient pas, mais elles façonnent leur manière de réagir, de penser, de ressentir. Là où d'autres voient un simple échange anodin, elles perçoivent une menace potentielle. Là où un mot semble anodin, elles entendent un jugement. C'est un filtre, un prisme à travers lequel elles interprètent le monde. Non pas par choix, mais par instinct de survie. Un jour, une femme entre dans une pièce remplie de monde. Elle sourit, mais au fond d'elle, elle lutte. Chaque regard posé sur elle est une épée suspendue. Chaque rire qu'elle ne comprend pas est une critique déguisée. Elle sait que ce n'est pas rationnel. Elle sait que ce n'est pas forcément vrai. Mais son passé a programmé son cerveau pour la protéger du rejet, de l'humiliation. Elle garde ses distances, elle analyse, elle reste sur ses gardes. Parce qu'un jour, elle a fait confiance. Et un jour, elle a été brisée. Les blessures émotionnelles ne disparaissent pas avec le temps. Contrairement aux idées reçues, le temps ne guérit pas tout. Il enterre, il enfouit, il masque, mais il ne répare pas. Une douleur non traitée devient un poison silencieux, un fantôme qui hante chaque décision, chaque relation, chaque espoir. Les personnes qui ont trop souffert développent des réflexes qu'elles ne contrôlent même pas. Elles s'attendent au pire, elles anticipent la douleur avant qu'elle n'arrive. Elles préfèrent s'éloigner plutôt que de revivre un énième coup. Et c'est là que tout devient paradoxal. Elles rêvent de connexion, elles ont soif de compréhension, elles veulent être aimées. Mais la peur est plus forte. La peur d'être à nouveau brisée, d'être à nouveau trahie, d'être à nouveau utilisée. Alors elles construisent des murs, des barrières qui repoussent même ceux qui auraient pu les comprendre. Parfois, elles croisent des âmes bienveillantes, des personnes qui veulent les aider. Mais comment croire en l'authenticité d'un geste quand on a appris, encore et encore, que derrière chaque main tendue peut se cacher un piège? Elles doutent, elles testent, elles repoussent, parfois jusqu'à l'isolement. Et le pire, c'est que souvent, elles ne réalisent même pas qu'elles le font. Dans une grande ville, un homme marche d'un pas rapide, évitant tout contact visuel. Il sait exactement où il va, il sait qui éviter, il sait que le monde n'est pas aussi sûr qu'il en a l'air. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'expérience. Il a vu trop de visages souriants se transformer en masques de trahison. Il a donné sa confiance trop de fois, et chaque fois, on la lui a arrachée comme un vulgaire bout de papier froissé et jeté au sol. Faire confiance est un acte simple pour beaucoup, une évidence. Mais pour ceux qui ont été trop souvent trompés, c'est un défi quotidien. C'est un saut dans le vide sans parachute, une prise de risque qu'ils ne peuvent plus se permettre. Ils savent que les mots peuvent mentir, que les gestes peuvent tromper, que même les promesses les plus sincères peuvent se briser sous le poids du temps et de l'égoïsme humain. Alors ils observent, ils analysent chaque détail, chaque micro-expression, chaque hésitation dans la voix de l'autre. Un compliment, peut-être une manipulation déguisée, un geste amical, peut-être une dette à payer plus tard. Leur esprit ne cesse de chercher la faille.
La preuve que, cette fois encore, on essaie de les duper. C'est une prison invisible, mais redoutable. Car plus ils doutent, plus ils se coupent des autres. Et plus ils se coupent des autres, plus leur solitude se renforce. Et la solitude, bien qu'elle semble être une protection, devient un fardeau insoutenable. Il y a des moments où ils veulent y croire, où ils essaient. Ils ouvrent une petite porte, laissent entrer quelqu'un, mais le moindre signe suspect, la moindre incohérence, et c'est terminé. Ils disparaissent, effacent les messages, bloquent les contacts. Ce n'est pas un caprice. C'est un mécanisme de survie, une urgence silencieuse qui leur hurle de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, ils se demandent « Suis-je trop méfiant ?» Mais aussitôt, la mémoire les rattrape. Ils revoient ces amitiés qui se sont effritées du jour au lendemain, ces amours qui ont tourné au mensonge, ces paroles qu'on leur avait jurées sincères et qui n'étaient qu'un jeu. Alors non, ils ne sont pas trop méfiants, ils sont réalistes. Et pourtant, quelque part en eux, une petite voix continue de murmurer. Et si, cette fois, c'était différent? Depuis l'enfance, ils ont appris une chose. Le monde n'est pas juste. Pas parce qu'on leur a dit, mais parce qu'ils l'ont vu, vécu, ressenti jusqu'au plus profond de leur être. Ils savent ce que c'est que d'être ignoré, sous-estimé, blessé sans raison. Ils connaissent cette sensation d'impuissance face à une situation qui leur échappe. Alors, en grandissant, ils ne supportent plus de voir l'histoire se répéter, chez eux ou chez les autres. Cela commence souvent par des détails. Une remarque injuste en plein repas, un collègue brimé par un supérieur, une personne âgée laissée sans aide dans la rue. Là où beaucoup détournent les yeux, eux ressentent une brûlure intérieure, une colère sourde qui monte, une envie irrépressible d'intervenir, de rétablir l'équilibre. Ils savent que se taire, c'est être complice. Alors, ils parlent, ils s'indignent, parfois trop fort, parfois trop vite. Ils deviennent ceux qui défendent l'ami humilié, qui s'interposent dans un conflit, qui refusent de laisser passer une parole blessante. Ce n'est pas pour jouer aux héros, c'est plus profond, presque instinctif. Parce qu'à travers ces combats, ils se battent aussi pour l'enfant qu'ils étaient, celui qui n'a pas été protégé. Mais cette hypersensibilité aux injustices a un prix. Elle épuise. Parce que le monde est rempli d'injustices et qu'on ne peut pas toutes les combattre. Parce qu'en essayant d'aider les autres, ils oublient parfois de se protéger eux-mêmes. Parce qu'être en colère contre le système, contre les abus, contre la cruauté humaine, c'est porter un fardeau constant. Ils ne comprennent pas ceux qui restent indifférents. Comment peut-on voir quelqu'un souffrir et ne rien faire? Comment peut-on rire alors que d'autres pleurent? Ces questions les hantent. Elles les isolent aussi, car tout le monde ne partage pas leur intensité, leur feu intérieur. Et pourtant, malgré tout, ils continuent. Parce que se battre pour la justice, même à petite échelle, c'est donner du sens à leur propre douleur. C'est transformer leurs blessures en force. C'est la preuve qu'ils ont survécu et qu'ils peuvent, à leur manière, empêcher que d'autres subissent ce qu'ils ont enduré. Il y a ceux qui cherchent du réconfort chez les autres, qui appellent un ami à la moindre difficulté, qui trouvent du courage dans une étreinte. Et puis, il y a ceux qui préfèrent se débrouiller seuls, non pas par fierté, ni par mépris des autres, mais parce qu'ils ont appris, souvent trop tôt, que compter sur quelqu'un, c'est prendre le risque d'être abandonné. Tout commence par une promesse brisée, un soutien attendu qui ne vient jamais, une main tendue qui se retire au dernier moment. Avec le temps, la leçon s'impose d'elle-même. Personne ne viendra les sauver. Ils doivent être leur propre refuge,
leur propre force. Alors, ils construisent une armure, une indépendance presque inébranlable. Quand une difficulté surgit, leur premier réflexe n'est pas de demander de l'aide. Au contraire, ils serrent les dents, retroussent leurs manches et s'attaquent seuls au problème. Ils ne veulent pas être un fardeau, ils ne veulent pas dépendre de la fiabilité incertaine des autres. Car la dépendance, pour eux, est synonyme de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est ce qui les a détruits par le passé. Cela ne signifie pas qu'ils n'aiment pas les autres. Au contraire, ils peuvent être profondément loyaux et attachés. Mais l'idée de s'appuyer sur quelqu'un leur semble dangereuse. Ils fuient les relations où l'on attend d'eux qu'ils se reposent sur autrui. Ils préfèrent être ceux qui aident, qui soutiennent, plutôt que ceux qui demandent. Mais cette indépendance a un coût. Elle devient un mur qui les sépare du monde, une solitude qu'ils ne savent plus comment briser. Car à force de prouver qu'ils n'ont besoin de personne, ils finissent par convaincre les autres qu'ils ne veulent personne. Et un jour, ils se retrouvent face à une vérité qu'ils n'osent pas s'avouer. Derrière leur force apparente, il y a une peur immense, celle d'être déçus, une fois de plus. Alors ils continuent, seuls, persuadés que c'est ainsi qu'ils seront à l'abri. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un entre dans leur vie et leur prouve que l'indépendance n'est pas forcément synonyme d'isolement, que l'on peut être fort tout en acceptant, parfois, une main tendue. Mais ce jour-là, encore faut-il qu'ils aient le courage de l'accepter. Tout semble bien se passer. Un nouveau projet, une belle opportunité, une relation qui commence à se construire. Mais au fond d'eux, quelque chose gronde. Une voix imperceptible, un doute insidieux, une peur sourde qui leur murmure « ça ne peut pas durer ». Alors, sans même s'en rendre compte, ils détruisent ce qu'ils ont à peine construit. L'auto-sabotage ne se manifeste pas toujours de façon brutale. Parfois, c'est juste une décision maladroite, un retard répété, une promesse non tenue. D'autres fois, c'est une distance soudaine, un message laissé sans réponse, une opportunité délibérément ignorée. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas réussir ou être heureux, c'est juste qu'une partie d'eux ne sait pas comment l'être. Ils ont été tellement habitués à l'échec, au rejet, à la douleur, que tout ce qui ressemble au bonheur leur semble étrange, inconfortable, presque menaçant. C'est comme marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils ont passé leur vie sur un chemin chaotique. Ils finissent par penser que ce chaos leur appartient, qu'il est leur seule réalité. Alors, ils sabotent. Pas par manque d'intelligence ou de volonté, mais par habitude. Une habitude née de la souffrance, de l'expérience, de cette certitude que, tôt ou tard, quelque chose viendra tout détruire. Mieux vaut le faire soi-même que d'attendre la catastrophe. Mieux vaut partir avant d'être abandonné. Mieux vaut échouer tout de suite que de goûter au succès et le voir s'effondrer plus tard. Ce comportement est un piège, un cercle vicieux qui se referme sur eux. À chaque échec auto-infligé, ils se confortent dans leur croyance. Je n'étais pas fait pour ça. Je ne mérite pas cette chance. Et à chaque nouvelle opportunité, le cycle recommence. Ce qui est encore plus cruel, c'est qu'ils en sont souvent conscients. Ils voient leur propre mécanisme destructeur, mais les enrayer est une autre histoire. Parce que derrière l'auto-sabotage, il y a une peur immense, celle d'espérer, d'y croire et de tout perdre. Alors, ils oscillent entre le désir de réussir et la peur d'être brisés une fois de plus. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, ils réalisent que la souffrance passée ne doit pas dicter l'avenir, que leur valeur ne se mesure pas à leurs blessures, et qu'ils ont le droit, eux aussi, d'avancer sans se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues.
Dans leur esprit, tout doit être sous contrôle. Chaque détail compte, chaque interaction est analysée, chaque imprévu est une menace potentielle. Ils n'aiment pas le hasard, ils n'aiment pas les surprises. Ils ont besoin de savoir, de prévoir, d'anticiper, parce qu'ils savent trop bien ce que ça fait quand les choses échappent à leur emprise. Tout a commencé il y a longtemps, peut-être dans l'enfance, peut-être plus tard, mais le résultat est le même. Un jour, ils ont compris que lorsqu'ils ne contrôlaient pas, ils subissaient. Et subir, c'est être vulnérable. C'est laisser une brèche ouverte à la douleur, aux déceptions, aux trahisons. Alors, ils ont développé une stratégie. Tout surveiller, tout maîtriser, tout organiser pour ne plus jamais revivre ce chaos. Cela peut se voir dans leur façon de gérer leur quotidien. Ils planifient tout, jusqu'au moindre détail. Ils évitent les situations où ils pourraient être pris au dépourvu. Ils préfèrent prendre les décisions eux-mêmes, plutôt que de laisser les autres imposer leur volonté. Ils détestent l'incertitude, car elle signifie perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, c'est prendre le risque de souffrir à nouveau. Mais cette vigilance constante a un prix. Elle les épuise. À force de vouloir tout prévoir, ils s'interdisent la spontanéité, la légèreté, l'improvisation. Ils sont toujours en alerte, toujours sur le qui-vive, comme si le danger pouvait surgir à tout moment. Cela les empêche parfois de profiter du moment présent, car leur esprit est toujours en train d'anticiper l'avenir. Le pire, c'est que leur entourage ne comprend pas toujours cette obsession du contrôle. Certains les trouvent autoritaires, d'autres pensent qu'ils sont incapables de faire confiance. Ce n'est pas totalement faux. Faire confiance signifie lâcher prise, et lâcher prise, c'est une épreuve insurmontable pour eux. Pourtant, au fond d'eux, ils aimeraient relâcher cette pression. Ils aimeraient pouvoir croire que tout ira bien, même s'ils ne tiennent pas les rênes. Mais comment lâcher prise quand, par le passé, chaque moment d'abandon a conduit à une blessure? Comment croire que le monde ne va pas s'écrouler si on arrête, ne serait-ce qu'un instant, de tout contrôler? Alors, ils continuent, persuadés que c'est la seule manière de survivre. Jusqu'au jour où, peut-être, ils comprendront que le véritable contrôle ne réside pas dans la maîtrise absolue de leur environnement, mais dans leur capacité à affronter l'imprévu sans en être terrassés. Les personnes qui ont trop souffert dans la vie ont parfois recours à l'humour noir ou cynique comme un bouclier, une défense contre la douleur trop profonde pour être exprimée autrement. Ce type d'humour peut être perçu comme une tentative de trouver de la lumière dans les ténèbres, mais en réalité, il cache souvent une souffrance indicible. Lorsqu'elles plaisantent sur des sujets tabous, sur la mort, sur des situations qu'elles ont vécues, elles n'essayent pas de minimiser la gravité de leurs expériences. Au contraire, elles l'exposent à travers un prisme déformé, pour pouvoir en parler sans se laisser submerger par l'émotion. Un homme qui a été trahi par ceux en qui il avait confiance pourrait faire une blague acerbe sur l'amitié, sur l'amour, pour souligner à quel point ses valeurs ont été dévaluées pour lui. L'humour devient un refuge, un mécanisme de défense qui lui permet de faire face à ses blessures sans les laisser le consumer. Mais derrière chaque éclat de rire, il y a une peur profonde, celle d'être vulnérable, d'ouvrir une brèche dans cette armure qu'il a construite. Cela ne s'arrête pas à l'humour. Certains comportements autodestructeurs peuvent prendre racine chez ceux qui ont trop souffert. La douleur qu'ils portent en eux devient parfois trop lourde à porter seuls, et ils cherchent des moyens d'étouffer ce fardeau. L'isolement devient une solution facile. Se retirer des autres, éviter les interactions humaines, c'est comme s'ils construisaient une forteresse autour d'eux-mêmes. Ils préfèrent rester seuls, à l'abri des autres.
plutôt que d'affronter la possibilité d'une nouvelle déception. Les addictions, qu'elles soient liées à l'alcool, aux drogues ou à des comportements compulsifs, servent parfois à apaiser une douleur qui ne s'éteint jamais. C'est une fuite, une tentative désespérée de trouver un peu de répit. Mais à chaque fois, cet échappatoire mène à un vide encore plus grand. Ce cercle vicieux les piège dans une spirale où l'évasion devient la souffrance elle-même. Et pourtant, malgré tout, une lueur de résilience peut exister. Certaines personnes qui ont trop souffert trouvent, au fond d'elles-mêmes, un chemin vers la guérison. Ce chemin est sinueux, parsemé d'obstacles, mais il est là. Ces individus n'ont pas choisi la souffrance, mais ils peuvent choisir la reconstruction. La résilience ne signifie pas oublier. Elle ne signifie pas effacer les cicatrices. Elle signifie accepter ces blessures comme faisant partie de leur histoire, sans laisser ces dernières définir leur avenir. Se reconstruire demande du temps, de la patience et parfois l'aide des autres. Mais la transformation est possible. L'important n'est pas d'effacer la douleur, mais d'apprendre à vivre avec, de l'intégrer d'une manière qui ne détruise pas. Cette capacité à se reconstruire, à transcender la souffrance, devient une forme de pouvoir. Ces personnes qui ont connu les ténèbres peuvent choisir d'en sortir. Elles apprennent à ouvrir leur cœur à la possibilité d'une vie différente, sans garantie de succès, mais avec la conviction qu'elles ont la force de surmonter ce qui les a brisées. Le chemin vers la résilience n'est jamais linéaire, et il est parfois semé de rechutes. Mais chaque petite victoire, chaque moment de calme retrouvé, contribue à cette reconstruction silencieuse. Et un jour, peut-être, ces personnes verront leurs cicatrices non pas comme des traces de leur souffrance, mais comme des témoignages de leur force. Les personnes qui ont trop souffert, malgré leur mécanisme de défense, peuvent parfois faire face à une dépression silencieuse, une fatigue intérieure qui dépasse la simple lassitude. Cela peut sembler paradoxal. Elles paraissent solides, inébranlables même, mais en réalité, ce qui se cache derrière cette façade est une lutte constante, presque épuisante. Elles sont toujours en alerte, toujours prêtes à fuir, à se protéger. Cette vigilance constante les empêche de vivre pleinement. Parfois, elles aspirent simplement à un moment de paix, à une pause où elles pourraient exister sans cette peur incessante. Mais cette paix est toujours hors de portée, comme un mirage qui s'éloigne à chaque pas. L'humour noir qu'elles utilisent, les comportements autodestructeurs qu'elles développent, la distance qu'elles gardent, tout cela semble les empêcher de se rapprocher des autres. Pourtant, au fond, ce qu'elles recherchent, plus que tout, c'est la connexion. Elles rêvent d'une relation où elles ne seraient pas jugées pour leurs cicatrices, où elles pourraient enfin poser leurs armes et se laisser être. Mais la peur de l'abandon, la peur de la déception, est toujours plus forte que ce besoin de proximité. Et cette peur les enferme dans un cycle où, même lorsqu'elles trouvent une main tendue, elles ne peuvent pas y répondre. Elles la repoussent, inconscientes de la manière dont elles s'abordent leur propre chance de guérison. Et puis, il y a le moment de l'introspection, ce moment où elles s'arrêtent un instant et se demandent pourquoi elles se font encore du mal, pourquoi elles sabotent leur propre chance. C'est souvent un moment d'incompréhension, presque de détresse. Elles veulent avancer, elles veulent guérir, mais il y a cette petite voix en elles, si familière, qui leur murmure « Si tu vas trop loin, tu risques de te briser encore plus. » La peur de l'échec, la peur d'être vulnérable, devient tellement grande qu'elles choisissent parfois l'auto-sabotage comme un moyen d'éviter une souffrance plus grande. Mais la vérité, c'est que ces comportements autodestructeurs ne les aident pas.
chaque faux pas les empêche de se rapprocher de ce qu'elles désirent profondément. Elles ont l'impression qu'elles ne méritent pas la paix, que la souffrance fait partie de leur identité. Ce cercle vicieux, parfois conscient, parfois inconscient, devient un combat intérieur incessant entre ce qu'elles souhaitent et ce qu'elles croient être leur destinée. Et pourtant, elles continuent, parce qu'au fond, quelque part, elles savent qu'il existe une autre voie. Elles ont vu la lumière, même si elle semble lointaine, et cela suffit parfois à les pousser à continuer. Elles savent que la souffrance passée ne définit pas leur avenir, mais c'est un processus de guérison long et complexe. Elles se reconstruisent lentement, morceau par morceau, et parfois elles trébuchent encore. Mais chaque fois qu'elles se relèvent, elles deviennent un peu plus fortes. Ce chemin vers la guérison, vers la résilience, n'est pas un chemin facile. Mais chaque cicatrice porte en elle une histoire de survie. Chaque échec, chaque doute, chaque moment de faiblesse leur permet de mieux comprendre leur propre force. Et un jour, peut-être, elles accepteront que leurs blessures font partie d'elles, mais qu'elles ne les définissent pas. Elles apprendront que la vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est un acte de courage, un acte de foi en soi-même, malgré tout ce qu'elles ont traversé. La transformation est lente, mais elle est là. Parfois, dans les moments les plus sombres, elles croient que tout est perdu. Mais elles continuent de se battre, de se reconstruire, un petit pas à la fois. Elles finiront peut-être par comprendre que l'humilité, la guérison et la résilience n'ont rien à voir avec la perfection. Ces personnes qui ont trop souffert apprendront, un jour, à accepter leur humanité, à se donner le droit de se reconstruire sans peur de la chute. Et quand elles y parviendront, elles trouveront la paix qu'elles ont cherchée toute leur vie. Une paix qui viendra du fait d'avoir su surmonter la douleur et la peur, non pas en dépit d'elles, mais à travers elles.